De point de vue anatomique, le cœur est un organe creux, c'est-à-dire qui contient des cavités à l'intérieur, et de forme triangulaire, et dont la pointe est dirigée vers la gauche de notre corps. C'est un organe qui est formé à 75% avec un muscle spécial appelé le myocarde. Il est tapissé à l'intérieur par une fine membrane nommée endocarde et protégé à l'extérieur par une autre membrane assez résistante qu'on appelle le péricarde. De point de vue configuration externe, nous remarquons que ce cœur qui est de forme triangulaire possède un certain nombre d'éléments qui apparaissent à l'extérieur, notamment des vaisseaux sanguins, on voit ici en rouge ou en bleu, et puis vous avez des cavités qu'on voit en relief. Alors tout d'abord, nous allons commencer par les vaisseaux sanguins qu'on repère à la surface, c'est-à-dire des petits vaisseaux qui tapissent la surface du cœur et qu'on appelle les vaisseaux coronaires. Les vaisseaux coronaires sont des vaisseaux qui vont permettre l'alimentation propre du cœur. Alors il existe les artères coronaires et les veines coronaires. Alors ici, par ordre de chiffres que je mentionne ici, le numéro 1 représente l'arrivée de la veine cave supérieure. Je rappelle qu'il existe deux veines caves, une veine cave supérieure et une veine cave inférieure qui est cachée ici derrière le cœur et qu'on voit ici lorsqu'on fait une coupe au niveau du cœur, on la voit derrière. Vous avez ici l'artère pulmonaire, c'est-à-dire l'artère qui va, comme nous l'avons vu précédemment, qui va partir de la partie droite du cœur pour ramener le sang vers les poumons. Puis vous avez les veines pulmonaires qui, eux, vont ramener le sang des poumons vers le cœur gauche. Et enfin, l'aorte, qui est la plus grosse artère du corps, qu'on appelle aussi la crosse aortique, à partir de laquelle vont prendre naissance tous les artères qui vont se disperser à travers tout le corps. On remarque ici également des structures saillantes qui constituent les oreillettes et une structure globale qu'on voit ici mais qu'on ne voit pas sa subdivision, on le verra tout à l'heure, qu'on appelle le corps des ventricules. De point de vue configuration interne, on peut subdiviser le cœur en deux parties. Une partie droite et une partie gauche. Et chacune de ces deux parties est formée par deux cavités, une cavité supérieure et une cavité inférieure. De la même façon, au niveau de la partie gauche, une cavité supérieure et une cavité inférieure. Les deux cavités supérieures s'appellent des oreillettes. Donc vous avez l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Et les cavités inférieures s'appellent les
ventricule. Ici, vous avez le ventricule gauche. Et là, vous avez le ventricule droit. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ces deux parties du cœur, droite et gauche, n'ont aucune communication entre elles. C'est-à-dire, il n'y a aucune communication entre la partie droite et la partie gauche du cœur. Aussi bien au niveau des ventricules qu'au niveau des oreillettes. Par contre, il y a une communication directe entre les deux cavités du même côté, c'est-à-dire entre l'oreillette droite, le ventricule droit, et entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Alors, ces zones de communication entre ces structures se font par l'intermédiaire de valvules que nous verrons tout à l'heure. Mais ces valvules n'existent pas uniquement entre l'oreillette et le ventricule, mais on en parlera tout à l'heure, il existe également au niveau des artères et des veines. Donc parlons tout d'abord de la partie droite du cœur. Alors dans cette partie droite, tout d'abord, on va parler de ce qui se passe au niveau de l'oreillette droite. Au niveau de l'oreillette droite, on trouve le point d'aboutissement des veines caves supérieures et inférieures. Et au niveau de ces points d'aboutissement, on trouve, comme on le voit ici, des valvules qui sont indifférenciées ou incomplètes. Ces valvules se nomment les valvules d'Eustachi. Pourquoi indifférenciées ou incomplètes? Parce que ce sont des valvules qui ne sont pas totalement formées, donc ils permettent de faire une fuite de sang vers les veines. C'est-à-dire que lorsque, au moment de la contraction de l'oreillette, le sang peut repartir vers la veine cave supérieure ou inférieure. Vous comprendrez tout à l'heure lorsqu'on parlera des autres valvules. Toujours dans l'oreillette droite, il existe également une autre valvule qu'on appelle la valvule de Tébézéus qui se trouve au niveau du sinus coronaire. Le sinus coronaire, c'est-à-dire à l'endroit où le vaisseau va sortir des muscles cardiaques et va se jeter dans l'oreillette droite. À ce niveau-là, donc, existe également une valvule qui est aussi incomplète ou mal différenciée, qui s'appelle la valvule de Tébézéus. Alors, on va progresser de l'oreillette vers le ventricule, et entre l'oreillette et le ventricule, existe une autre valvule qu'on appelle la valvule auriculoventriculaire droite, qu'on appelle également la valvule tricuspide. Alors, pourquoi tricuspide? Donc, je reprends ici sur ce schéma-là. Vous avez ici, on coupe vue du haut, les différentes parties du cœur, donc la partie droite du cœur, la partie gauche du cœur et le départ de l'artère pulmonaire et de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Alors, cette valvule, comme nous l'avons vu sur le schéma précédent, elle se fixe sur le cœur, comme on peut le voir ici, grâce à des cordages tendineux très très puissants, très forts, qui vont les maintenir, comme on le voit également ici, les maintenir sur la paroi du ventricule.
Pourquoi on l'appelle tricuspide? Parce que c'est une valvule qui est munie de 3 valves. 1, 2, 3. Ces valvules, ou cette valvule tricuspide, va s'ouvrir et se fermer pendant la systole ou la diastole en fonction de la pression qui va s'exercer au niveau des valvules. Alors, lorsqu'on parle de valve, en général, on parle d'une zone de forte pression. Et pour que cette valve s'ouvre, il faut que la pression au-dessus soit supérieure à la pression en dessous. C'est-à-dire la pression ici doit être supérieure à la pression dans le ventricule pour permettre l'ouverture de cette valvule. Alors, comment ça se passe? Donc, au moment de la diastole, le sang arrive de la circulation vers l'oreillette droite. Là, on va parler de la partie droite. Vers l'oreillette droite. Et puisque le sang arrive ici, donc la pression va augmenter. La pression qui augmente va permettre donc de pousser sur la valvule et ces valvules vont s'écarter. Bon, je vous montre également ici, vont s'écarter contre les parois du ventricule et par conséquent le sang va s'écouler de l'oreillette vers le ventricule. Lorsque le ventricule se remplit et sa pression augmente, à un certain moment, elle va dépasser la pression au niveau de l'oreillette et au moment de la systole, la pression continue à augmenter et c'est ce qui va permettre de fermer cette valvule pour permettre de ne pas laisser le sang refouler du ventricule vers l'oreillette et par conséquent de suivre son chemin vers la veine, vers l'artère pulmonaire. Nous verrons tous ces éléments par la suite lorsqu'on étudiera le phénomène mécanique et le phénomène électrique qui vont accompagner le travail cardiaque. Alors, on continue toujours dans notre traversée. Donc, on est passé de l'oreillette droite vers le ventricule droit à travers la valvule auriculo-ventriculaire ou la valvule tricuspide. Et par la suite, le sang va quitter le ventricule droit par l'artère pulmonaire vers le poumon. Alors, entre l'artère pulmonaire et le ventricule droit, on trouve également une valvule qu'on appelle la valvule sigmoïde, qui est également une valvule formée de 3 valves. Alors, cette valvule sigmoïde va également s'ouvrir et se fermer selon les variations de la pression artérielle en ce qui concerne la valvule sigmoïde, son mode de fonctionnement est le même que celui de la valvule tricuspide, puisque c'est une valvule également où règne une pression très importante au niveau jusqu'au niveau sous-valvulaire. Et donc, pour permettre le passage du sang, il faut que la pression en bas, c'est-à-dire de le ventricule, soit beaucoup plus forte pour permettre l'ouverture, cette fois-ci, de la valvule pulmonaire. Alors,
Je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne cette valvule sigmoïde qui est, ou valvule pulmonaire, pardon, c'est la même que la valvule sigmoïde. Donc si je prends par exemple l'artère pulmonaire et je le coupe, je l'ouvre de façon verticale, donc je vais trouver mes trois valvules que je schématise de la façon suivante. Bon. Donc une première valvule, une deuxième valvule et une troisième valvule. Donc, trois valvules que je trouve ici. Une, deux et trois. Et ces valvules ont sur leur bord libre des nodules qu'on appelle le nodule d'Arantius. Alors ici, vous avez l'artère pulmonaire, et ici, vous avez le ventricule droit. Alors le sang, donc, il va venir du ventricule vers l'artère pulmonaire. Alors lorsque la pression dans le ventricule augmente, donc et la contraction ventriculaire est entamée, donc la pression ici va devenir supérieure à la pression dans l'artère pulmonaire, puisque le sang est déjà parti vers le poumon. Donc ici la pression est basse. Par conséquent, donc, le sang va pousser vers le haut et donc va permettre de plaquer ces valvules contre la paroi de l'artère. Donc ils vont se trouver plaqués contre les parois de l'artère et donc la valvule va s'ouvrir et donc va laisser le sang passer, donc il va passer vers le haut. Une fois la contraction du ventricule terminée, la pression va diminuer dans le ventricule et la pression va devenir plus forte ici dans l'artère. Et le sang avec la pesanteur aura tendance à revenir vers l'arrière. En revenant vers le bas, qu'est-ce qu'il va faire? Le sang, en revenant comme ça, il va remplir ses poches. Il va remplir cette poche et donc le nodule d'Arantius va s'écarter de la paroi et donc les valvules vont se coller, les trois valves vont se coller les unes contre les autres, comme ici, que ce soit pour la valvule sigmoïde ou pulmonaire, c'est la même chose. Ils vont se coller et par conséquent vont se fermer et donc ne pas laisser le sang revenir vers le ventricule. En ce qui concerne les valvules qui se trouvent au niveau de la partie gauche du cœur, tout d'abord au niveau de l'oreillette gauche, il n'y a pas de valvule indifférenciée, genre valvule de Tébézius ou de Stachys comme nous l'avons déjà vu au niveau de l'oreillette droite, donc il n'existe pas au niveau de l'oreillette gauche. Mais il y a entre l'oreillette et le ventricule gauche une valvule qu'on appelle la valvule auriculo-ventriculaire ou valvule mitrale ou valvule bicuspide. Pourquoi bicuspide? Parce qu'elle est constituée par deux valves, comme on le voit ici sur ces deux images. Par contre, nous l'avons déjà vu au niveau de l'oreille, entre le ventricule droit et le ventricule droit, il y a
la valve tricuspide qui est constituée par trois valves, 1, 2 et 3. Donc nous avons ici uniquement deux valves. Et cette valve est également fixée au niveau de la paroi des ventricules par des cordages tendineux comme on le remarque ici, et c'est ce qui permet de la maintenir sur les parois du ventricule. En ce qui concerne le mode de fonctionnement, il est complètement identique à celui de la valvule tricuspide, c'est-à-dire que c'est la différence de pression entre la pression ventriculaire et la pression auriculaire qui va permettre de l'ouvrir. Lorsque la pression auriculaire est suffisamment élevée et la pression au niveau des ventricules est suffisamment basse, il va y avoir ouverture de la valvule auriculo-ventriculaire ou valvule bicuspide ou valvule mitrale, ce qui va permettre de laisser passer le sang dans le ventricule gauche. Une fois la pression au niveau du ventricule gauche est élevée et la contraction se prépare, il va y avoir fermeture de la valvule bicuspide ou valvule mitrale. De ce fait, le sang sera obligé d'aller vers l'aorte, donc d'aller vers la valvule sigmoïde. La valvule sigmoïde est la dernière valvule qui sépare le cœur de l'artère aortique. Donc c'est une valvule qui est formée, comme nous le remarquons ici, de trois valves, et chacune de ces valves est munie, comme nous l'avons déjà expliqué auparavant, de petits nodules d'Arontius, et ce qui va former des petites poches, et l'ouverture et la fermeture est le même que celui de la valvule sigmoïde qui se trouve au niveau de l'artère pulmonaire, c'est-à-dire que c'est la différence de pression entre le ventricule et l'aorte qui va permettre de l'ouvrir, et la fermeture va se faire lorsque la pression chute au niveau du ventricule et lorsque le sang remplit ces petites poches de valve, ce qui va permettre de rapprocher les nodules et donc fermer la valvule sigmoïde.